Hey, salut! Bienvenue dans la tanière des JCE TV. Au sommaire de cette émission, ça va surfer dans les chaumières. On n'a pas la mer, mais on a la montagne. Ok, bitch? Sans plus attendre, transition. Bienvenue dans la tanière des JCE TV. Au sommaire de cette émission, tu l'attendais, tu la voulais, tu vas la voir. Tu vas la voir. Le top solo de Je chante toujours très très mal pour toi. Et ça, c'est pour toi. Top solo totalement déstructuré, hein, parce que pour moi, un top solo, c'est le genre de vidéo que les gens font pour ramener des vues sur la chaîne. Il y en a, ils les font tous les mois ou tous les 2 mois. Genre le top jeu décembre, top jeu janvier, top jeu février, mes trois jeux préférés de décembre, mes 3 jeux préférés. Les gars, c'est bon à un moment. C'est bon, ok? Faites autre chose. Proposez autre chose. C'est un peu comme le mec sur BGG qui te fait des vidéos sur qu'est-ce qu'on a parlé, les 10 jeux sur lesquels on a plus parlé ce mois-ci. Le 10 jeux top solo de BGG, on s'en branle du top 10 de BGG. Il ressemble à rien ton top 10 avec Gloomhaven dedans. Ça ne ressemble à rien. Donc aujourd'hui, en faisant des vidéos qui ne ressemblent à rien, je vais te proposer ma vidéo qui ne ressemble à rien. Totalement déstructurée. C'est-à-dire que moi, un top 10, je n'arrive pas à le faire. J'ai essayé, j'ai mis un petit bout de papier, j'ai essayé, j'ai pris des notes. Je me dis, oui, ça. J'ai même fait des petits bouts de papier avec tous les noms des jeux en essayant de les changer, les interchanger. Ça ne ressemblait à rien. Ça ne ressemble à rien parce que pour moi, un top jeu solo, ça varie énormément. C'est comme un top jeu tout court en fait. Ça varie tout le temps selon mes envies, selon ma fatigue, selon. Voilà, ça varie tout le temps. C'est un peu comme quand tu vas sur Internet pour te faire plaisir avec toi-même. Tu n'as pas fait. T'as compris, en fait. T'as compris ce que je voulais dire. Hein. Toi, tu sais. Tu sais, vous savez, vous sachez. Nous sachons tous. Bref, je vais commencer. D'abord, on va essayer de structurer la déstructuration. On va commencer par déjà, j'ai mis mes cheveux. Tu as remarqué. J'ai mis mon t-shirt des Boston Bruins parce qu'ils sont enfin en Stanley Cup. Ils ont fait une saison totalement extraordinaire. Ils ont battu tous les records. Ils ont battu plein. En tout cas, ils en ont battu assez pour se dire que les gars. T'as compris, ça aussi je le fais. Ça, je le fais mieux que ce que je chante. Si tu as remarqué que j'ai fait un joueur de hockey qui chantait. Bon, soit. Mentions honorables pour commencer. Des jeux que j'ai aimés, que je joue quasi plus, mais que je garde pour une certaine raison, ou que je préfère à 2 joueurs, par exemple, mais qui jouent en solo et qui m'a apporté du plaisir en solo. Donc on va commencer par le premier exemple. Hop là. Commençons par le premier exemple. Runebound avec l'extension Lien d'amitié que je n'ai plus dans la boîte mais que j'ai... t'as compris. Et c'est un jeu sur lequel j'ai amené pas mal de petites modifications personnelles également parce que je trouvais que les 2 points d'action là, pour te déplacer, j'adore le visuel de ce jeu. Hein. La map, c'est une des plus belles maps que j'ai vues dans le jeu de société. Mais te déplacer là pour activer les petits cubes pour 2 actions alors que tu en as que 3 sur ton tour, tu n'avances pas. Tu n'as pas un sentiment d'exploration très très poussé. Et c'est pour peu que le jeton d'action que tu sortes ne te serve pas à grand chose ou qu'il soit complètement de l'autre côté de la map, tu vas chier des bulles. Et donc, moi j'ai passé ce coup de 2 à 1 et c'est vachement plus agréable. J'ai aussi changé 1 ou 2 twists pour l'échange des objets ou l'envoi des objets ailleurs et toi te téléporter de ville en ville. Il y a un coût, c'est pas gratuit, mais c'est mieux qu'avant. Et donc, voilà, j'ai beaucoup joué. Et la raison pour laquelle je n'y joue plus, c'est déjà que, voilà, c'est pas le meilleur jeu solo, qui demande quand même une certaine application au niveau de la mise en place et ce genre de choses. Quoi qu'il y a des moyens de gagner de la place. Hein. Genre, au lieu de mettre sur ton plateau, ceux qui connaissent le jeu, de mettre les petits pions des quêtes un peu partout, des quêtes actions qui soient mauve, vert ou rouge, orange, au lieu de les déposer partout sur ton plateau, ne les mets que quand tu résous l'action sur place en fait. Comme ça t'évite d'en mettre partout et il suffit juste de faire l'inverse en fait. Tu mets un jeton quand tu vas faire l'action qui est là-bas. Au moins tu sais que là-bas il y a un jeton, ça veut dire que tu as été faire l'action. Beaucoup plus simple, tu gagnes beaucoup de temps à la mise en place. Mais globalement, je le garde parce que c'est les premières figurines que j'ai vraiment peintes si tu veux. Et donc il y a une valeur sentimentale là-dessus alors que je suis d'habitude pas trop là-dessus. J'ai toutes les figurines de Gyrofoire, elles vont finir chez Titus par exemple, parce que voilà, je ne joue pas spécialement au jeu, lui il y joue beaucoup, il adore le jeu, c'est un de ses préférés en solo, mais moi, chez moi, il m'a pas hypé comme ça, il est extrêmement punitif si tu veux, et moi j'ai pas besoin de ça dans mes jeux solo, j'ai pas besoin de me prendre des bifles et des bifles et des bifles sur mes jets de dés qui sont pourris par exemple, ou alors il faut vraiment que je me mette au début de la partie, j'ai testé, ça marche, de me mettre par exemple 3 jetons sur le côté du plateau,
Et c'est des jetons qui me permettent de relancer un jet, par exemple, tu vois. Et j'en ai 3 sur toute la partie. Et ça, au moins, ça permet d'alléger un petit peu. Ça, c'est une solution toute simple quand tu es dégoûté par le truc. Mais j'aime, voilà, c'est pas le genre de truc, je le fais parce que l'univers me plaît bien dans Gear of War, hein, la boîte, elle est là, mais elle va pas tarder à partir. Dès que le Switch, dès que je l'aurai filé mes figurines, j'aurai récupéré les siennes non peintes, je vendrai mon Gear of War parce qu'il ne tourne pas à la maison. J'ai eu pareil avec Toulouse Death Medai. Toulouse Death Medai a quitté ma collection parce qu'il ne sort jamais, alors que c'est un excellent jeu. C'est 2 excellents jeux de figurines. Mais voilà, faut faire des choix. Diablo 4 arrive, que veux-tu que je te dise? C'est comme ça. Runebound, je le garde parce que c'est les premières vraies figurines que j'ai commencé à peindre en me cassant un petit peu la binette. C'est-à-dire qu'il y a des figurines, j'ai passé 8 ou 9 heures dessus. Et c'est par rapport à un peintre normal qui aurait fait ça en 1h30 en beaucoup mieux. Voilà, il y a quand même une valeur sentimentale. Et donc voilà, Runebound, je voulais t'en parler parce que il n'est pas parfait, mais il m'a apporté du plaisir à un moment dans ma ludo. Et voilà, il y a une petite valeur sentimentale. Donc c'est ma petite mention honorable, ma première mention honorable. La deuxième mention honorable, ça va être, on va prendre celui-là. Hop. Parce que lui, pareil, je sais pas si j'ai envie de le garder dans ma collecte, je sais pas s'il va rester ou pas. Mais c'est les pillards de la mer du Nord. Tu sais que je suis un joueur relativement light. J'aime bien, avant j'aimais bien les jeux assez castard, assez prise de tête. C'est plus le cas en fait depuis 2-3 ans. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la fatigue après le boulot? Mais j'aime bien les jeux relativement light, cool, légers, qui me détendent. Et voilà. Le problème que j'ai avec les pillards, j'en ai 3. Un, c'est la mise en place. La mise en place est longue, mais j'aime bien le jeu. Je préfère, par exemple, si tu me dis qu'on va jouer à plusieurs, je préfère les architectes. Mais le thème des pillards me parle plus. Je suis plutôt viking que maçon, tu vois. Et donc, la mise en place est quand même franchement côté longuet du truc. Tu as toutes les tuiles à préparer. Surtout, là, dans la boîte, il y a l'extension taverne et l'extension solo, inévitablement, parce que c'est pour ça que je t'en parle. Et c'est quand même un peu longuet à mettre en place. Tu dois préparer tes tuiles, tu dois mettre les ressources sur toutes les cases du board, et ça prend du temps. Heureusement, quand tu les ranges, tu peux les mettre de côté et directement dans le sachet, et voilà, ça se passe relativement bien. Donc, globalement, c'est vraiment la mise en place, pas le rangement. Le rangement prend un peu de temps, mais la mise en place principalement. Et le troisième, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est le troisième. Oui, le troisième point, qui était peut-être déjà avec le deuxième en fait, c'est que tu as l'application sur smartphone qui marche du tonnerre de Dieu. Et le jour, je pense, où sur l'application, ils mettront la taverne des héros en extension, je pense que là, je pourrais lui dire au revoir. Mais là, pour l'instant, c'est le seul. Il m'en reste 2 des postes d'ouvriers. Lui et Little Town. Et ils sortent quasi plus aucun des deux. Lui, je vais lui redonner sa chance, l'un de ces 4. Je pense que je vais faire une vidéo sur la tanière parce qu'il le mérite quand même. C'est un jeu solo très, très light en fait. Et surtout, ce qui est plaisant dans le solo, c'est que tu as une vraie intelligence artificielle en face. Tu as vraiment quelqu'un qui va scorer des points. Et ça, c'est quand même vachement mieux. Avant ça, j'avais Anachronie. Il y a peut-être 3 ou 4 ans, je t'aurais parlé d'Anachronie et je t'en aurais dit que c'était mon un de mes top solo. C'est le cas, c'est vraiment un excellent jeu en solo, mais il y avait 2 ou 3 points qui me dérangeaient, dont la mise en place. Et j'ai gardé quelque chose de plus léger à jouer, même s'il ne prend pas spécialement moins de place à table. Un petit peu moins de place, mais les pillards prend quand même pas mal de place sur ta table. Donc voilà, j'aime beaucoup l'univers. C'est un jeu très très léger, mention honorable pour les pillards de la mer du Nord, parce que c'est un bon design d'intelligence artificielle, c'est super simple à jouer et ça c'est très agréable et c'est un gros point positif pour le jeu, mais voilà, mention honorable pour lui. 2 autres mentions honorables et peut-être 3, 4, 5 autres mentions honorables. Il y a quand même pas mal de mentions honorables avant de rentrer vraiment dans les jeux qui sortent régulièrement sur moi à table. Un gros nom pour le suivant, gros nom, et ça va être très très rapide au niveau des explications. Spirit Island, je pense que globalement on connaît à peu près tous Spirit Island. Spirit Island, pourquoi est-il dans mes mentions honorables? Tout simplement parce que je le préfère à 2 joueurs. Je le préfère largement à 2 joueurs, c'est un des jeux préférés de Chucky. Et donc ça fait très longtemps qu'il n'est pas sorti à table parce que c'est quand même un jeu où il faut être réveillé. Et depuis des changements de boulot et tout ça, on a du mal à sortir les jeux où il faut être quand même bien connecté avec son cerveau. On a des cerveaux un peu sauterelles qui voilà, moi j'ai un cerveau, si tu devais définir mon cerveau, c'est un bocal transparent dans lequel il y a une sauterelle qui saute dans tous les sens. Mon cerveau, c'est ça. Et donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est, je pense, pour ça aussi que ma ludothèque est en train de pas mal changer ces derniers temps et que je suis en train de l'épurer méchamment avec l'arrivée de Diablo 4 également. Et aussi le fait que j'aimerais bien, voilà, on va en parler pour une autre vidéo ça, mais voilà, il y a pas mal de changements dans ma ludothèque et je pense qu'à un moment je te referai une vidéo comme on avait fait avec le GSM en main pour te montrer un petit peu l'évolution de ma collègue, même si là on va devoir voir pas mal de mes jeux. Il y en a encore pas mal sur l'étagère et ça bouge encore. Donc voilà, c'est un jeu où il faut être quand même un peu plus connecté et globalement il est dans mon top solo parce qu'il se joue bien en solo, même s'il y a un
esprit, un spirit, je le trouve moins intéressant qu'à 2. Tu as quand même pas mal de combos qui ne se font pas, et c'est dommage, mais ça se joue. Mais je le préfère largement en coopératif. Donc, mention très honorable pour Spirit Island, qui, si je devais quand même lui donner un petit bémol, c'est son prix. Je trouve que ce jeu est overpriced, mais un truc de fou. Il est cher, il est extrêmement trop cher. Ce jeu devrait coûter 50 balles. Il en coûte 80. Donc, oui, t'as des petits meeples et tout ça, mais les gars, pour le reste, c'est du carton. Hein. Donc voilà, t'as du carton et des petits pions en bois. Pour moi, ça doit coûter, à l'heure d'aujourd'hui, ça doit coûter 50-55 balles, grand max. Et pas 80 balles, jamais. Donc voilà, c'est très dommage parce que ce jeu mériterait... Il y a une version light qui est en train de sortir, je ne sais plus comment, mais ils sont en train de refaire une version qui sort plus rapidement, plus facile à mettre en place, et une version un peu allégée, pas au niveau des règles, je pense que les règles sont les mêmes, mais les esprits seront relativement faciles à jouer, et il me fait quand même de l'œil méchamment, parce que ça peut peut-être taper directement dans ma catégorie, parce que c'est vrai que quand je joue à Spirit Island, je ne prends pas les esprits ultra compliqués. Il y en a un ou deux que j'aime bien, celui qui fait que tu peux rejouer des actions lentes en rapide, l'espèce d'éclair ou la flamme, je ne sais plus. Et voilà, donc mention très honorable pour Spirit Island également. La dernière mention honorable des jeux un peu globalement la même chose, que j'aime bien jouer en solo, mais que je préfère à 2 joueurs ou à 3, c'est les Super Hero. C'est les sentinelles du multiverse. Alors, 2 choses, globalement, c'est que oui, je le préfère en multi à 2 ou 3 joueurs, chacun joue son personnage, que solo, où tu dois jouer 3 personnages. Quand je joue solo, globalement, le premier personnage que je prends, c'est Legacy. Il est un peu fumé parce qu'il donne des gros bonus, mais par contre, il est très chiant à jouer. Et vu qu'il n'a pas beaucoup de cartes en jeu, ses tours vont très très vite. Et donc, en gros, sur le côté, tu te retrouves avec 2 personnages à plus ou moins gérer. Et Legacy qui se fait autopilote, si tu veux. Legacy, c'est un autopilote. Legacy, c'est lui. C'est un peu le Captain America du bazar, c'est le Superman. Et donc, lui, il est très facile à gérer. Et donc, petit potion, nom de Dieu. Et donc, il est très facile à gérer. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Mais par contre, à nouveau, pareil. Si je prends une Nemesis, un boss, où il y a beaucoup de texte dessus, c'est de l'anglais, ça va. Hein, c'est pareil pour les cartes joueurs, c'est pas de l'anglais compliqué. Mais il faut quand même être plus réveillé. Un peu comme Spirit Island, il faut que tu sois un peu plus réveillé, surtout si tu dois gérer 3 decks. Et tu peux faire des petites erreurs. Et donc c'est pour ça qu'en solo, il sort pas beaucoup. C'est vraiment rare que je le sorte. Il est aussi dans la balance du je garde pas, parce que j'adore les graphismes de ce jeu. Je trouve que c'est un excellent jeu. C'est une très bonne refonte. Si tu devais commencer maintenant Sentinel of the Multiverse, ne te pose pas la question. Hein. Prends cette boîte-là. Pour moi, elle est bien meilleure. Les héros retravaillés sont bien meilleurs. Et donc voilà, ils ont un peu boosté la pioche également. Ça a l'air con, mais en fait, Sentinel du Multiverse, moi, le vieux, je l'avais remplacé par l'application. Mais le fait qu'ils aient rajouté beaucoup d'effets de pioche, c'est quand même vachement plus agréable. Et le layout qu'ils ont fait sur les cartes avec les codes couleurs pour te dire que qui était en phase verte, t'actives tout ce qui est vert sur tes cartes dans la zone du méchant et puis sur les tiennes, c'est beaucoup plus facile à suivre. T'as beaucoup moins de misplay avec cette version également. Sauf si c'était ton jeu préféré et que tu connais toutes les cartes par cœur. Celui-là va t'empêcher de faire pas mal de misplay. Gros bémol, oui, c'est que le jeu est en anglais uniquement. Mais c'est un excellent jeu. Et entre ça et Marvel JCE, je préfère ça tous les jours. Donc voilà. Et il ressemble vraiment globalement à Aeon Send. Hein. Si tu aimes bien Aeon Send et que l'anglais n'est pas un problème pour toi, la Definitive Edition des Sentinelles du Multiverse, tu peux en manger. C'est vraiment du très très bon. Et si tu aimes en plus bien les designs, dessins un peu rétro, c'est un deuxième bémol que je veux dire, c'est que tous les dessins sont un petit peu disparates. C'est-à-dire que tu as des vieux dessins old school comme moi j'aime bien et c'est pour ça que j'ai chopé la boîte. Et tu as des dessins un peu plus récents qui marchent bien, mais du coup tu as une inégalité au niveau des dessins. Donc il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Ça, c'est tout un chacun de le savoir. Autre mention honorable d'un jeu, pareil, il faut que je sois connecté pour y jouer. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il quittera un moment la ludothèque. Pourtant, c'est un jeu que j'aime bien prendre au boulot, par exemple. C'est Welcome to the Moon. Parce que tu joues contre une intelligence artificielle qui score des points. Et tu peux choisir ton intelligence artificielle de 1 à 8, je crois, ou 1 à 6 au niveau de la difficulté. Hier, j'ai fait une partie sur la deuxième map avec une intelligence artificielle à 3 et j'ai perdu 3 points. Donc, très agréable, très tendu, mais il faut être réveillé. Il faut être réveillé tout simplement parce que si c'est pas un jeu que tu sors tout le temps, il faut retourner dans les règles avec tous les effets de cartes. Il faut retourner dans le mode solo ou comment, selon le scénario, l'intelligence artificielle va agir. Et donc, c'est pas un mode solo que je vais faire sur toutes les maps. Je vais garder 2-3 maps que j'aime bien. Et puis voilà, ça me suffit. Est-ce qu'il va rester ou pas? C'est une grosse question parce qu'il est très bon. C'est un excellent roll and ride. Vraiment, pour moi, c'est un des tout meilleurs roll and ride flip and ride, qui existe parce que tu lances pas de dés, tu retournes des cartes. Mais voilà, d'ailleurs, c'est la map que j'ai fait hier.
Et donc j'ai perdu de 4 points sur l'intelligence niveau 3. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti le jeu. Et j'ai un peu galéré, ça m'a pris pas mal de temps de retomber dans les règles. J'ai dû regarder une vidéo. Heureusement, les vidéos tuto du jeu sont excellentes. Les vidéos vraiment tuto en français du jeu sont mission par mission vraiment excellentes. D'abord, tu as une première partie, ça font 10 minutes à chaque fois. Tu as une première partie qui te rappelle, qui est commune à toutes les vidéos. Donc les X premières minutes de la vidéo sera tout le temps la même. Et après, ils te décrivent les missions par mission. Et c'est super bien fait. Et, quand tu dois replonger dans le jeu, c'est une aide très 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 précieuse. Et voilà, donc tu as 8 maps dans le jeu. Donc tu as 8 tableaux différents. Donc en gros, tu as un peu 8 jeux différents. Tu as 8 flip and ride différents dans cette boîte, ce qui le rend au niveau du prix et surtout si tu arrives à le pécho en occasion, très très intéressant. Mais il faut être réveillé. Il faut vraiment être réveillé. C'est pas le jeu, c'est pas le flip and ride que je vais sortir avec des initiés, je pense. Et donc voilà, mention honorable parce qu'il est plaisant à jouer. C'est une vraie intelligence artificielle qui va scorer contre toi et que tu peux vraiment choisir. Donc si à un moment je commence à avoir trop facile avec la niveau 3, je peux passer à la niveau 4 ou à la 5. Et donc tu auras du challenge. En gros, c'est très simple au niveau de l'intelligence artificielle parce qu'en gros, selon les cartes que tu vas lui laisser, le type d'action, qu'elle soit de l'eau, de la plante ou du robot, etc. Le nombre que tu vas lui en laisser, la difficulté en gros, c'est par exemple, tu lui as laissé 7 robots, en difficulté facile, ça va peut-être être 2. Donc il a 7 robots x 2, ça va faire 14 points. Peut-être qu'en difficile, ça sera 7 x 4. Et donc ces chiffres-là vont augmenter. Et donc certaines cartes que tu vas lui laisser vont marquer de plus en plus de points. Et selon les missions, ils vont essayer de t'influencer à lui laisser un certain type de cartes sur lesquelles il va peut-être scorer plus. Donc très intéressant, mais il faut être réveillé. Donc mention honorable également pour Welcome to the Moon, que j'apprécie bien. Les deux suivants, c'est aussi deux mentions honorables de jeux relativement récents dans ma collection. Un sur lequel je sens qu'il y a vraiment du potentiel, mais il faut être réveillé à nouveau. Et je vais commencer par celui-là parce que c'est un peu le même principe que Welcome to the Moon. C'est Power Plants. Et franchement, on a testé à deux et j'ai testé solo. Il y a un potentiel énorme dans le jeu. Si tu aimes les jeux de placement et les jeux de prise de position avec du combat de zone, c'est une excellente pioche. Là, j'ai la version retail et je pense pas que je passerai à la version de luxe, même si les tuiles en bois ont l'air beaucoup plus intéressantes que les tuiles de base. C'est un jeu qui a un énorme... Si tu aimes bien les jeux tactiques, si tu aimes bien les poses d'ouvriers, si tu aimes bien les combats de zone et la majorité, il fait tout ça et il le fait très très bien. Le bémol, c'est qu'il y a des plantes à connaître et surtout en solo, tu as une façon de poser les tuiles pour l'IA et une façon de poser ses faits. Il faut l'emmagasiner. Je pense qu'au bout de 5-10 parties, tu as capté. C'est un jeu, il va falloir que tu le sortes quand même au moins un petit peu tous les mois pour rester dedans, je pense. Mais une fois qu'à mon avis, tu auras l'intelligence artificielle, et j'espère, parce que sinon, je sais pas s'il restera, mais je pense qu'il est tellement cool également en duo, et la boîte est tellement petite que je pense qu'il va rester, parce qu'on a apprécié notre partie à 2 joueurs, vraiment bien. Il faut être un peu plus réveillé, mais ça se joue très très bien. Pour les petits bouts, tu as une version où tu n'utilises que la moitié des pouvoirs de chaque plante, ce qui est beaucoup plus facile, vu que tu n'as que 5 plantes en jeu. Si tu prends chaque fois les 5 mêmes plantes, je pense que c'est un bon jeu pour les petits bouts, parce que c'est quand même de chez Kit Table Board Game, qui est à la base des jeux prévus, qui sont des jeux prévus plus pour les petits loups. Celui-là, pas du tout. Celui-là est quand même beaucoup plus technique. Je pense que c'est le plus costaud qu'ils ont dans leur gamme. Mais si tu joues le mode initié avec... tu ne fais pas les germinations, je ne sais plus quelle des deux, la croissance, je pense. Si tu ne fais pas la croissance et que tu fais que les pouvoirs de germination, et que tu sélectionnes chaque fois les 5 mêmes plantes, je pense que les petits bouts vers les 8-10 ans vont vraiment apprécier aussi. C'est vraiment un très bon jeu. Je le mets dans les mentions spéciales parce que j'y ai pas encore assez joué, mais je sens qu'il a un potentiel qui me plaît beaucoup. Et à nouveau, quand tu joues en solo, c'est une intelligence artificielle qui score des points sur lequel, un peu comme dans Welcome to the Moon, et c'est bien de faire la transition, c'est que c'est un jeu où également tu vas devoir lui laisser, tu vas devoir choisir pour où il va pas. Enfin non, il va choisir globalement lui-même. C'est trop très très con ce que je dis. C'est toi qui choisis entre tes deux tuiles. Mais l'intelligence artificielle, en gros, tu vas piocher dans le sac et après, il va vraiment avoir un spectre de où il va placer sa tuile selon certains critères, où il va placer ses faits selon certains critères. Et c'est surtout ça qui est difficile à retenir. Mais il a un potentiel qui est vraiment énorme. 30 minutes, ouais, je pense que 30 minutes, une fois que tu connais les règles, ça se tient. Donc, je pense que je vais pas mettre trop plan sur la comète. Mais lui, il a du gros potentiel. Jette-y un coup d'œil. Franchement, je pense qu'il en vaut, je pense qu'il en vaut largement la peine. C'est Power Plant dans les mentions honorables. La dernière, et lui, je pense qu'il va quand même rejoindre mon top jeu confort, parce que je viens d'enchaîner 16 parties. Que là, j'ai un petit peu. C'est bien de faire la vidéo maintenant, parce que j'ai quand même 16 parties ou 17 parties à mon compteur, principalement en solo, dont 2 à 2 joueurs. Donc j'ai 14-15 parties en solo.
Et donc, c'est pas mal pour pouvoir te faire une petite review sur le mode solo. Jeu très agréable, très fluide, pas très compliqué une fois que tu as capté ce que l'IA faisait et que tu n'oublies pas de lui rendre ses 3 ressources à chaque début de tour et ses 2 batteries. Très agréable, très fluide, très propre. Tu as vraiment des effets ou des moments où vous allez vous dépasser au niveau des trucs. Par contre, selon certains objectifs et certaines mises en place du côté de l'intelligence artificielle sur les 3 singes qu'il va avoir à la mise en place et selon où ils vont être placés, le plus à gauche ou le plus à droite, tes parties vont être vraiment différentes au niveau de l'équilibrage du jeu, au niveau de la facilité avec laquelle tu peux gagner ou la difficulté que tu pourrais rencontrer pour gagner. En gros, où ça va être tendu, où tu vas relativement avoir facile. 2 points qui peuvent faire basculer la chose aussi, c'est que si l'ordinateur est dans la mise en place de ton côté et que tu peux l'utiliser, tu vas être un petit peu du côté facile. Aussi, si tu vas avoir la tuile, est-ce qu'on la voit sur la boîte? Tu as une tuile qui te permet en gros de piocher une carte en plus au début de ton tour et de faire ton tableau avec 5 cartes au lieu de 4. Ça en solo, une fois que tu as capté le bazar, c'est fumé. Si tu as une de ces 2 tuiles-là au début de partie, dis-toi que c'est bien pour débuter parce que ça va t'aider. Moi, maintenant, j'essaie d'éviter de les mettre parce que c'est globalement un peu trop fort. Par contre, si lui, il a une mise en place orientée gorille avec son gorille le plus à gauche, là, ça peut commencer à être assez tendu également parce que les gorilles vont lui faire casser très très vite des cartes. Et donc son deck va être très petit. Et là, je pense qu'il y a une belle configuration pour lui. Il faudrait que je reteste une fois. On va tester ça en solo si ça te dit. De commencer avec le gorille en jeu le plus à gauche chez lui pour voir si c'est vraiment comme ça qu'il est le plus fort, sans me laisser l'ordinateur et sans avoir la tuile qui me permet de piocher une cinquième carte en début de mon tour. Donc After Us, il rejoint pile poil ce que je te disais en début de vidéo. Il rejoint pile poil ce créneau de jeu léger, facile à jouer, pas prise de tête et agréable. Et donc, c'est vraiment ce que j'appelle moi un jeu confort, en fait. Je peux y jouer fatigué et ça me détend. Donc, il rentre pile poil dans cette catégorie-là avec une très très belle boîte. Un mode solo qui est vraiment bien fait. L'intelligence artificielle, une fois que tu as capté comment elle marche, je trouve que le design est très élégant. Et donc, vraiment sympa. Un chouette petit coup de cœur de ce début d'année. Est-ce que dans 1 an, il sera toujours dans ma collection? Je ne sais pas. Ça dépendra vraiment de moi, comment je vais évoluer, comment je vais me sentir au niveau de ma fatigue et au niveau de ce que je vais rechercher dans les jeux. Je pense que les jeux confort resteront toujours dans ma collection. Donc pour l'instant, il y est et il ne bouge pas parce que je le trouve très agréable. On a joué à 2 joueurs, c'est relativement agréable, mais pas du tout de... En fait, ce jeu-là, je le préfère en solo. Rien que le fait de pouvoir aller voler les ressources chez l'autre, que tu n'as pas dans le mode 1 contre 1 ou à plusieurs, c'est très agréable. Maintenant, il reste, si la manque d'interaction n'est pas un problème pour toi, il reste très agréable par exemple. Donc voilà, moi je le préfère en solo. C'est After Us qui rejoint les mentions honorables. Et donc on va commencer gentiment le vrai top si tu veux. Un top qui n'est pas vraiment un top, hein, parce que moi comme je te dis, j'ai difficile à mettre un jeu au-dessus d'un autre. C'est très compliqué parce que ça va vraiment varier de principalement mon état de fatigue et de mes envies tout simplement. Il y a des moments où moi je joue plus aux jeux de société pendant 1 ou 2 mois et donc quand je reviens parce que je suis sur mon PC ou parce que je suis plutôt en train de faire de la rando ou parce que voilà tout simplement ça se met pas mais c'est quand même principalement Diablo et donc globalement c'est très difficile pour moi parce que et c'est pour ça aussi que je vais de plus en plus vers les jeux confort, c'est que c'est des jeux dans lesquels j'ai facile à revenir, tu vois. Donc après 2 mois, si je ressors un Cascadia ou un After Us ou autre chose, eh ben c'est très facile pour moi de revenir, beaucoup plus facile qu'un Runebound, beaucoup plus facile qu'un Spirit Island, plus facile j'ai envie de dire limite qu'un Pillard de la mer du Nord parce que il n'y a pas toute cette grosse mise en place par exemple. Et donc ça c'est quelque chose à prendre en compte dans mes tops. C'est un top qui est vraiment un top c'est toujours personnel en fait et donc ça va pas être les meilleurs jeux du monde mais c'est des jeux qui me correspondent à moi et donc c'est un partage, un top en fait c'est un partage et c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire tous les mois parce que ça manque de fin, c'est pas pertinent en fait, c'est pas pertinent du tout pour moi et donc j'ai plaisir à faire la vidéo mais c'est un exercice sur lequel moi c'est un peu plus compliqué parce que ça fluctue selon mes envies et ma fatigue. Donc, par lequel je vais commencer? Je te parlais des jeux confort. Donc, il va pas vraiment y avoir de top. En fait, il y en a au moins un qui est au-dessus de tous les autres. Il est au-dessus de tous les autres et il sera toujours au-dessus de tous les autres. Donc, je terminerai par celui-là. Mais, tu sais quoi, on va commencer par un choix obvious pour ceux qui me connaissent et ceux qui m'ont connu peut-être via une autre chaîne. Tu sais de quoi je vais te parler. Hein. Tu sais clairement de quoi je vais te parler. Magic the Gathering, bien sûr. Non. Je déconne. Magic, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Arrêtez de jouer à Magic, les gars. Il y a 10 fois mieux partout dans le monde. Tous les jeux sont mieux que Magic pour moi. Non, je te parle bien sûr de... Et ça, j'y ai joué, mais comme un porc en solo. Comme un porc en solo. Tellement c'est bon. Ce jeu,
j'ai été le marchand, j'ai été un marchand à ce jeu, mais complètement abusé. Star Wars Destiny. C'est un jeu auquel j'ai adoré jouer. J'ai rencontré pas mal de personnes sur le jeu. Et j'adore y jouer en solo. Alors oui, c'est du moi contre moi, mais c'est un mode solo qui me détend. Parce que je vais chaque fois prendre les décisions les plus logiques. Et donc ça marche très... Je me fous de ta gueule. À l'intérieur de la boîte, il voit tout. Gandalf. Le grand œil voit tout. Eh oui! C'est qui ça? C'est Mono Silverbarb. Bah oui, je te parle simplement. Ça, c'est simplement des boîtes dans lesquelles j'aime les ranger parce que ça prend pas de place. Hein, tu t'en doutes. Là-dedans, il y a des decks et des scénarios. C'est le Seigneur des Anneaux JCO TV, les gars. C'est ça. Ceux qui m'ont connu, ils me connaissent de où? Ils me connaissent de là-bas. Bon, ma boîte là, elle est un petit peu streux. Streux, ça veut dire serré en vallon. Et donc là, j'ai 2 scénarios. J'ai un scénario custom que j'ai fait avec les packs Moria, les 2 packs Moria en anglais. Et donc j'ai pris des cartes que voilà, déjà j'ai pris toutes les cartes qui ne jouent pas sur l'équipe opposée. Et puis il y a la perfidie de Rudor que j'aime bien. Et du Rudor. Et il y a 2 decks solo que j'aime bien jouer, que je peux jouer aussi à plusieurs. Hein. Donc on a le Mono Silverbarb qui est toujours agréable, un petit peu lent à se mettre en place, hein, mais qui est toujours agréable. Et un de mes decks préférés, une de mes plus belles créations, ce n'est pas Panzer, qui est également une de mes meilleures créations, c'est le Prince de Bel-Air, donc le Prince Imrail Tactique, Theodred et Éowyn Tactique. Un de mes decks préférés, un de mes decks qui marche le mieux également, un deck qui sait tout faire, il sait quitter, il sait attaquer, beaucoup, vraiment beaucoup attaquer. Il a de la distance, il peut prendre des défenses chez les copains, il fait un peu de tout et il le fait bien. C'est une de mes plus belles créations. Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, oui, c'est là que tout a commencé pour moi au niveau de la chaîne, des chaînes animées sur YouTube avec Shep. C'est comme ça que j'ai rencontré Shep. J'ai rencontré Shep pour la petite histoire via son deck Babiole à l'époque. J'aimais bien Aragorn, j'ai toujours adoré le personnage d'Aragorn. Et c'est ce rôdeur qui passe sa vie dans les bois et qui n'a pas envie d'être spécialement le roi, hein, qui vit bien sa vie de rôdeur. Mais ouais, c'est là que tu as commencé. Je voulais faire le deck Babiole et donc j'ai commencé à repérer. À l'époque, c'était facile de choper tous les paquets du cycle 2, 3, etc. Et donc j'ai commencé à prendre paquet par paquet, sans spécialement prendre les cycles, juste pour prendre les cartes du deck de Babiole de Shep, qui n'était pas du tout le meilleur deck, qui n'était pas un deck méta du tout, qui était juste un deck fait avec plein d'amour et qui a pas mal évolué aujourd'hui et qui permet de faire de belles choses aujourd'hui, qui est toujours un deck très marrant, thématiquement parlant. Et donc voilà, c'est là que tout a commencé. Puis j'ai posé pas mal de questions à Shep et puis je ne sais pas du tout comment ça s'est passé au niveau des vidéos. Je ne sais même plus te dire comment. Je sais qu'on s'est retrouvé chez moi avec un pot de miel. Et ouais. Et que tout a commencé là, et que Shep s'est dit que ça allait être, mais qui c'est ce gars? Qu'est-ce que c'est ça? Je veux pas ça sur ma chaîne, ça va pas aller. Et au final, on se retrouve à avoir des vidéos d'anthologie. Donc, merci pour tout ça, Shep. Et donc voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est un jeu qui a changé ma vie. Ludiquement parlant, c'est un jeu qui a changé ma vie parce que j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai des potes en France, j'ai des potes en Suisse, j'ai des potes un peu partout et que je considère vraiment comme des bons amis. Et donc, il y en a avec lesquels on se voit une fois par an. Des fois, c'était plus quand on faisait avant Covid. Mais au moins une fois par an, on essaie de se retrouver, on loue un gîte où on est 10, 12 personnes et on fait que des jeux de société. À la base, c'était que du Seigneur des Anneaux. Maintenant, voilà, on a tous évolué. On fait toujours des parties de Seigneur des Anneaux, mais on fait énormément de parties d'autres choses. Et donc, c'est devenu d'excellents amis pour moi. C'est ma famille ludique, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et donc, ça fait, voilà, Seigneur des Anneaux m'a apporté ça. Et donc, je ne pouvais pas ne pas le mettre en solo parce que c'est encore un jeu que je prends de temps en temps quand je vais faire une nuit à l'auberge. C'est encore un jeu de temps en temps, je sors un deck, je sors mon Prince de Bel-Air contre mon scénario custom ou contre les bateaux. J'ai plus beaucoup de choses au niveau du Seigneur des Anneaux parce que j'y joue énormément plus en ligne. Mais voilà, c'est un jeu auquel je jouerai toujours, auquel si on me propose une partie dans un event, je serai toujours ravi de faire une partie. C'est un jeu qui n'occupe plus la priorité dans mes jeux solo ou dans mes jeux à la maison parce que je préférais jouer sur OCTGN avec les copains de France et avec les copains d'un peu partout parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable de jouer à 2 ou à 3. À 4, ça commence à être... faut vraiment qu'il y ait de l'ambiance parce que ça devient vraiment très très long. Mais en tout cas, dans les jeux solo, bon, désolé pour ça, le Seigneur des Anneaux, bien sûr, JCE, est un top jeu solo pour moi. C'est le meilleur des JCE solo coopératifs pour moi. Il est loin devant Arkham, il est loin devant, et encore plus loin devant Marvel. J'ai pas apprécié Marvel parce que pour moi, Marvel, quant à Aeon's End et Le Seigneur des Anneaux, t'as pas besoin de Marvel, sauf si t'es vraiment fan de la licence, et là vas-y, fais-toi plaisir, mais moi c'est celui qui m'a le moins impressionné au niveau du deck build. Arkham, j'adore l'univers, je préfère à la limite l'univers de Cthulhu à l'univers du Seigneur des Anneaux, vraiment, mais les mises en place sont trop longues. Et donc en fait, le Seigneur des Anneaux, en plus si tu regardes vraiment le deck building au Seigneur des Anneaux, t'as quasi pas de restrictions,
c'est le deck build ultime, c'est le truc le plus technique, entre guillemets, peut-être le plus compliqué aussi pour du solo. Et donc, enfin, les autres sont quand même très compliqués en solo aussi, mais enfin, pour moi, c'est le plus complet. C'est celui qui vieillit le mieux, entre guillemets, même si c'est celui qui vieillit aussi le plus mal d'un certain point de vue, parce que les sorties ne sont plus là, ils ne rééditent pas, les scénarios et la boîte de base sont toujours pourris au niveau des scénarios de boîte de base, l'équilibrage du jeu est ce qu'il est, et donc voilà, faut saluer l'effort du travail sur le jeu, mais il faut saluer aussi le fait que voilà, le jeu a vieilli, clairement, mais ça reste pour moi un monument. Ça reste un monument et ça reste un jeu coup de cœur, ça reste un jeu famille, ça reste un jeu famille ludique. Voilà, je n'ai que du bien à dire, moi, pour le Seigneur des Anneaux, au niveau des souvenirs qu'il m'apporte, même si c'est pas celui qui touche le plus souvent ma table quand je le ressors. Voilà, c'est toujours un plaisir. Mangez-en, c'est du Seigneur des Anneaux. Voilà, pour les nouveaux, en tout cas, c'est très dur parce que la boîte de base est toujours, malgré qu'ils aient fait un très gros effort, les cartes sont en x3 et ça, les gars, vous n'imaginez pas ce que ça veut dire. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, on a pleuré pour ça pendant des années. Mais c'est vrai que, voilà, au niveau des rythmes de sortie, il faut quand même s'accrocher. C'est un jeu sur lequel il faut s'accrocher. Il faut de la passion. Il faut aimer l'univers. Et il faut participer à la vie de la communauté en posant vos questions parce que la communauté est très réactive. Et donc voilà, rejoignez le JCE sur Discord, rejoignez la page Facebook. C'est extrêmement actif. Les vieux joueurs seront là pour aider les nouveaux. Et donc, ne lâchez pas l'affaire. Le jeu en vaut la peine, vraiment, clairement. Ensuite, de quoi j'ai envie de te parler, sans ordre particulier. On va commencer par la grosse boîte parce qu'elle est juste là. Relativement récent, et j'adore en solo. Un exemple de design de mode solo. L'intelligence artificielle des légendes est juste caviar. Je peux y jouer fatigué, ce jeu, alors que je suis pas fan de Grand Prix du tout. Préfère les motos GP, ça se bat beaucoup plus à tous les étages. J'aurais fait ça avec des motos, j'étais ravi. Mais c'est plaisant, Hit. C'est vraiment plaisant, alors que je suis pas du tout jeu de course. Je n'irai jamais voir un rallye, je n'irai jamais voir un Grand Prix de Formule 1. Mais c'est un jeu excellent. Et excellent en solo. À nouveau, j'aurais pu le placer dans les jeux que je préfère jouer à deux. Mais honnêtement, si je suis tout seul, j'y joue tout seul. L'intelligence artificielle prend tellement pas de temps que c'est génial. La seule chose que j'attends pour Hit, pour vraiment me lancer à fond dedans, c'est 2 circuits de plus. Donc une extension avec un circuit double face. Espérons qu'on aura la Belgique, mais à mon avis, on va plutôt avoir genre Australie et Allemagne, un truc du style, à mon avis, ou Japon et Australie, un truc du style. Je le sens bien comme ça. Mais bon, soit, je me réjouis d'avoir un circuit de plus et 2 voitures de plus pour qu'on ait 8 voitures en permanence sur le circuit ou 7 voitures, mais ce sera plutôt 7 voitures, la tienne et les 7 intelligences artificielles. Oui, en solo. Et ce sera juste le brin total. Ce sera le brin total et ça va être juste l'éclate. Donc voilà, moi je n'attends que ça. Hein. Je n'attends que ça, les gars, de chez Days of Wonder. Hit, il a même pris la place de mon Downforce que j'adore d'amour, parce que Downforce, c'est un jeu familial, mais qui ne sort pas quand je suis en famille. Et donc, voilà, j'ai préféré en faire profiter autre chose. Par contre, lui, en famille, il sort pas, mais tout seul, il sort. Et il sort plutôt vraiment d'une façon très honorable, parce que très facile à mettre en place. C'est vrai que ça prend de la place, hein, mais le jeu est tellement facile à jouer au niveau de l'intelligence artificielle, mais quel plaisir, les gars, quel plaisir. Il y a une dernière vidéo, je ne sais pas si elle est parue avant ce top ou après, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore pris la décision, parce que la vidéo est tournée, où j'ai fait une ou deux petites erreurs, j'ai oublié de prendre mon inspiration, c'est peut-être ça qui m'a coûté pas de place, pas de spoil. Donc oui, Hit, que te dire de Hit, gros coup de cœur, hein, c'est un excellent jeu solo. Si tu aimes les jeux de course en plus, ils se jouent très très bien. Donc mange-en, c'est du pain béni. On va passer sur... on va continuer un peu dans les jeux que je préfère, en tout cas voilà, clairement celui-là je le préfère à deux que tout seul. Il était pendant très 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 longtemps, ça reste un de mes tops, peut-être même un de mes top 1 si tu devais en mettre un. En tout cas si je devais garder un seul jeu dans ma collection, il serait en lice pour peut-être être ce jeu, tu vois. J'ai pas pris la grosse boîte, mais je pouvais pas ne pas te parler d'Aeon's End. Et oui, j'aurais pu le mettre en première position parce que c'est un excellent jeu, mais vu que je t'ai dit que ça allait être déstructuré et que pour moi c'est impossible de faire des tops, voilà, Aeon's End, c'est l'exemple type du jeu qui joue très très bien en solo. Il faut jouer 2 héros parce que le mode solo pur, enfin le mode solo bricolage où tu ne joues qu'un mage, pour moi c'est de la merde, hein. C'est pas équilibré. Que ça soit dans un sens où tu vas te prendre une branlée ou dans l'autre où tu vas mettre une branlée au boss, il n'est pas équilibré. Ce jeu a été designé pour jouer à 2, les gars. Jouez 2 mages, ça vous prendra pas beaucoup plus de temps et les combos entre les mages, ça sera beaucoup plus agréable que le mode solo bricolé. Donc Aeon's End, excellent. Par contre, je te le donne en 1000. Moi, Aeon's End, je crois que je vais m'en défaire et garder quoi? Garder son petit frère,
Oui, Astronaut, pour moi, comble les soucis que j'ai avec Ion Sand. Et j'en parle parce que Ion Sand est un de mes jeux préférés, si pas peut-être mon jeu solo préféré, mon jeu coop en tout cas préféré. Mais la mise en place d'Ion Sand par rapport à la mise en place d'Astronaut pour la Nemesis et même pour les decks de héros, moins profond. Certes, c'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Les brèches, beaucoup plus intéressantes. Clairement, il n'y a pas photo. Mais les 6 homeworlds différents dans la petite boîte, le feeling qui est exactement la même chose à la fin de la partie où ça va se jouer peut-être sur une carte, l'univers qui me parle un peu moins, c'est vrai, l'univers moins profond, ok, là je suis tout à fait d'accord. Par contre, pour le reste, pour mon profil, comme je t'expliquais, plutôt joueur fatigué, qui a besoin d'être plutôt relax et pas trop perdre de temps dans les mises en place, ce genre de choses-là, c'est un petit bijou. Hein. Si c'est ça qui te dérange dans Ion Sand, réjouis-toi de voir Astronaut un jour arriver dans tes petites boutiques en français si tu joues en français, parce que c'est voilà, moins profond, mais tellement plus facile à mettre sur la table. Et donc, voilà, ils font aussi partie de ces deux jeux. Monument pour moi, comme le Seigneur des Anneaux. C'est un jeu qui, je le préfère au Seigneur des Anneaux, hein, j'ai pas honte de le dire. Pour moi, c'est un meilleur jeu. Et j'adore les deck building, donc c'est pas difficile pour moi. Et alors surtout, bah, la mise en place, les gars. La mise en place, la boîte plus petite et facile à ranger, c'est formidable. Je regarde souvent par là parce qu'il y a mon écran et ça me distrait. Je suis désolé. Et donc voilà, non, c'est du pain béni, ça, pour tout joueur solo coop. C'est de la bombe. Tu dois gérer deux mages, mais c'est... Je n'ai que du bien à dire sur cet Astronaut et sur Ion Sand, mais si je devais en choisir un des deux, aujourd'hui, vraiment, je pense que la balance penche du côté d'Astronaut, juste parce que plus facile à sortir. Et aussi, bah, si je n'avais que Ion Sand et que j'avais que 2-3 jeux dans ma Ludo, je garderais Ion Sand. Parce que voilà, mieux, globalement, plus profond, plus tactique. Mais celui-là, pour mon profil à moi, de joueur un peu fatigué, qui a besoin que la mise en place aille un peu plus vite, et il n'y a pas photo, c'est mieux. C'est mieux qu'Ion Sand sur ces points-là. Et donc, tout en gardant l'esprit Ion Sand, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est fort également. Donc, ils ont réussi à faire un truc beaucoup plus streamline, beaucoup plus facile à apprendre aux néophytes, mais en gardant l'esprit Ion Sand et cette tension d'Ion Sand ou avec le turn order qui fait ce pourquoi Ion Sand est génial. Et c'est aussi le fait que tu ne mélanges pas ton deck et tout ça, mais ça on connaît déjà. Mais voilà, Ion Sand, Astronaut, s'il ne devait en rester qu'un, aujourd'hui la question est vraiment, vraiment sur toutes les lèvres, mais en tout cas sur les miennes, je pense que voilà. D'ailleurs, j'ai mis une annonce à Ion Sand sur Ocasio, j'ai pas honte de le dire, j'essaye de me défaire de mon Ion Sand au profit de Astronaut. Ce n'est qu'un au revoir, mais sachant que tous mes potes ont le jeu, je jouerai toujours à Ion Sand toute ma vie, donc c'est pas un gros problème. Et s'il ne se vend pas, je ferai une toute petite boîte comme ça, et ce sera mon Ion Sand de voyage aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout pour moi. Non, je déconne, il en reste quand même quelques-uns, dont l'ayatollah, le rock'n'roll des rock'n'roll, le Elvis des jeux de société, si tu veux. On va continuer avec ces deux-là. On enchaîne avec les... Tu connais, hein, les jeux confort. Je t'ai fait une vidéo là-dessus. Cascadia, j'adore ce jeu en solo, les gars. J'adore ce jeu en solo. C'est du scoring, mais du scoring twisté, c'est-à-dire que tu as des petits objectifs, genre faire 85 points avec ces 5 objectifs-là, et tu dois faire au moins 20 ou 30 points dans ceux-là, comme la partie qu'on a vue, les 2 parties que j'ai faites, qui sont peut-être pas encore sur la chaîne. Spoiler alerte. Et donc, j'adore ça. Moi, je suis vraiment un joueur confort. Joueur confort, c'est le joueur qui peut être fatigué et prendre du plaisir sans se prendre la tête. Et ben, ce jeu-là, Cascadia, c'est ça. Et il n'y a pas que Cascadia. Si je devais en mettre deux sur le même pied d'égalité, bah oui, il y a la guilde des expéditions marchandes. Oh, expéditions marchandes, la guilde. Bah oui, la guilde des expéditions marchandes. Bah voilà, ça c'est deux jeux confort. Si je devais en garder deux dans mes jeux confort, c'est ces deux-là. Hein. Cascadia, plus facile à transporter, je peux le prendre au boulot, c'est magnifique. Celui-là, je dois juste enlever ce qu'il y a dans la boîte, prendre deux feuilles, les petites boîtes et la petite boîte avec les jetons et les cartes, et puis je peux le prendre au boulot aussi. Mais voilà, ça c'est mes top jeux confort. C'est mes deux jeux confort les plus waouh. J'adore la nature, donc j'adore Cascadia. Et j'adore un peu... J'aime beaucoup les roll flip and ride, j'en ai pas beaucoup, mais ça, c'est le sentiment d'avoir un jeu roll flip and ride, mais avec des petits cubes en bois. Vous savez que j'adore tripaturer des petits cubes en bois. Et donc ces deux jeux-là, ils ne pouvaient pas ne pas être dans mes top jeux solo, parce que j'adore. C'est vraiment un type de jeu, un style de jeu. Le jeu joué en slip dans ton divan pépère avec une tasse de thé, et ben ça, c'est ça. Voilà, je voyage avec ces petits jeux-là, je me laisse porter par le courant.
et c'est très agréable. Très, très agréable à jouer pour moi en solo. J'adore ces jeux. J'adore ces jeux. Et on pourra me dire du mal des graphismes, des expéditions marchandes, mais moi j'adore ce graphisme old school. Je le trouve plutôt très cool à regarder. Et cette expansion de plus en plus grande au niveau de tes jetons et tes petits cubes en bois fait que c'est un jeu que ça va se péter la gueule si je fais ça. Mais bon, ça a l'air de tenir, ça a l'air de tenir. De toute façon, tu ne vois rien avec l'airplay. Donc c'est pas très grave. On va faire comme ça. De toute façon, j'arriverai pas à les mettre tous. C'est impossible. Et donc Cascadia et la guilde des expéditions marchandes, deux jeux que j'adore en solo, deux jeux qui me correspondent très très bien au niveau de mon profil de joueur. Que dire, c'est de la bombe. Mangez-en. Il m'en reste 3 les copains, il m'en reste 3. On va commencer par petite boîte, un peu format, ouais, un petit peu plus petit que la boîte de Astronite. Warp's Edge. Ben, j'adore Warp's Edge, que voulez-vous que je vous dise? Ça, c'est un jeu, si tu es un joueur solo, tu le veux. Si tu aimes en plus les deck building, ben là, c'est du back building. Donc, c'est un peu la même chose, mais avec des petits jetons que tu vas mettre dans un sachet. Et ça, c'est un truc que j'adore. J'adore tripaturer des éléments de jeu et mélanger et puis prendre au hasard. C'est vraiment très, très cool. Pas mal de rejouabilité avec la boîte de base, vraiment très 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 bon jeu. À refaire, je prenais pas l'extension Viren qui m'a pas apporté grand chose. Et je pense que la boîte de base se convient largement à elle-même. Elle se suffit largement à elle-même. Excellent jeu. Que dire, c'est beau comme du sable chaud. C'est chaud comme du sable beau. C'est magnifique. C'est Warp's Edge. Un super beau design, un jeu tendu. J'ai que du bien à dire sur ce jeu. Moi, je design de boîte qui est très très petit, mise en place qui peut être un petit peu longuette quand tu dois trier tous tes trucs. J'ai les jetons de luxe, très agréable, je dois bien avouer, je regrette pas. Je ne sais pas si je prendrai Anomaly parce que le jeu ne sort pas assez pour ça, malgré tout. Et donc, c'est un jeu où je le mets dans mes tops parce que bah, j'adore le jeu. Mais si je devais choisir entre lui et Bullet, bah, je ne sais pas lequel des deux je choisirais. Pour la compactabilité, la pratique, la facilité à le prendre avec moi, ce serait Warp's Edge. Pour les parties furieuses sur lesquelles tu ne dois pas spécialement te rappeler les règles, dans lesquelles tu replonges relativement facilement une fois que tu te rappelles un petit peu de comment marchent les motifs du boss, bah Bullet. Et pourtant, Bullet, je me prends des branlées à tire-larigot. Hein. Je me fais défoncer par ce jeu, mais genre 80% du temps. Hier, j'y ai rejoué et j'ai fait une victoire au premier essai. Et donc, j'ai fait, ok, c'est bon, je peux aller dormir. C'est magnifique, ça n'arrive pas tous les jours. Mais voilà, design ultra intéressant, multi-puzzle, mais pour ces deux jeux-là, le bémol, et c'est pour ça que j'ai plus facile à sortir Cascadia et les expéditions, c'est qu'il faut quand même être un petit peu plus réveillé au niveau des règles. Il faut être un petit peu plus au niveau des règles pour Warp's Edge, parce que selon le boss, bah, il va falloir que tu n'oublies pas certains éléments. Ok, merde, et je ne pouvais pas l'attaquer parce que voilà. Donc pour le boss, il va vraiment falloir être réveillé. Pas pour le jeu en lui-même, parce que le jeu en lui-même, les séquences du jeu ne changent pas spécialement, mais les boss, il faut être un petit peu plus réveillé. Bullet, il ne faut pas spécialement être plus réveillé. Oui, la même chose pour les boss. Certains boss, il faut être un peu plus réveillé parce qu'il y a des effets que tu peux oublier. Mais c'est surtout sur le multi-puzzle. Ce n'est pas que genre, tu n'as qu'un puzzle devant toi et tu dois faire ta petite popote pour éliminer tes jetons. Non, tu dois faire ça et en plus regarder à garder des motifs actifs chez le boss pour empêcher qu'il t'attaque. Et c'est de temps en temps là où je me fais niquer. De temps en temps, je me dis cool, je vais éliminer ces jetons-là et j'oublie qu'au début du tour, je sais que je dois faire le motif du boss. Et puis je pars complètement dans mon truc. C'est ça que je te dis, petite sauterelle dans un bocal, on en est là. La petite sauterelle dans son bocal, elle voit son petit puzzle sur son plateau, elle fait ouais cool machin, je vais activer ces deux motifs là. J'active les deux motifs, je lui envoie 10 jetons, je suis super content, je pète 2 boucliers, sauf que j'ai oublié son motif et son motif me tue. Et ça c'est un peu frustrant. Et donc Bullet, il faut quand même être un petit peu réveillé pour cet aspect là. Par contre, tu remets le jeu en place en même pas 2 minutes, même pas 2 minutes. Si en plus tu as tous tes jetons sur ton board, tu les prends, tu les fais glisser dans le sachet et puis c'est bon, t'es parti. T'as plus qu'à remélanger les deux decks, remettre tes jetons sur le set dans tes points d'action et t'es bon, t'es reparti. Tu mets tes 10 jetons dans ton sachet et voilà, c'est bon. Bullet, c'était un de mes meilleurs démarrages. 31 parties en janvier, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai joué un jour, une partie par jour en janvier. Il y a des jours où j'ai fait 7 parties, puis je l'ai laissé un peu de côté. Donc c'est un de mes meilleurs démarrages, Bullet, et voilà. Donc si je devais en choisir qu'un des deux, je préfère le thème de Warp's Edge, mais la facilité de relancer les parties alors que tu te prends des branlées sur branlées sur branlées sur branlées et que tu continues à jouer. Bullet, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ce sont deux très bons jeux. Je vais les garder comme ça près de moi. Je vais m'entourer de mes jeux. Hop. Et j'essaie de faire ça beau et propre. C'est beau, hein? C'est cool. C'est beau. J'essaierai de faire une belle... Hey, oh. Oh. Oh, que ça fait plaisir d'avoir des cheveux. Oui, il m'en reste plus qu'un.
Mais ce n'est pas encore le meilleur jeu solo de la collection. Je le mets là parce que c'est un jeu un petit peu différent. Et ouais, c'est un jeu de figurines. Donc, est-ce qu'il est meilleur que ceux-là? Non. Est-ce qu'il est aussi bon? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que ceux-là? Non. Est-ce qu'il est aussi bon? Oui. Est-ce que je prends autant de plaisir avec tous ces jeux-là? Bah oui, ça dépend des moments. C'est pour ça qu'un top, pour moi, c'est très compliqué à faire. Ce n'est pas mon meilleur jeu, mais c'est un jeu que j'apprécie. Et si je veux garder un jeu de figurines, Street Masters, c'est un monument. Il est extrêmement satisfaisant. C'est ça que les jeunes ils disent, satisfaisant. Street Masters est extrêmement satisfaisant au niveau de son gameplay, avec les explosions des dés. Quand tu jettes tes dés pour une attaque, c'est pas comme un Gear of War. C'est pas le sadomaso. C'est que ça veut dire que quand tu vas jeter tes dés, quoi que tu fasses sur ton lancer, ça sera utile. T'as pas un mauvais jet. T'as peut-être un jet qui va t'empêcher de tuer l'ennemi que tu aurais bien voulu tuer, ça va te faire chier, mais tu vas pas mourir derrière, en théorie. Parce que tu auras au minimum fait des jetons de défense qui vont t'empêcher de mourir derrière. Et donc, faut que je te fasse une partie, faut que je replonge dedans. Si tu veux découvrir le jeu à moindre coût, il est en anglais et anglais uniquement sur l'Android Store. Il est peut-être sur l'Apple Store, je pense qu'ils l'ont fait. Il faudrait vérifier, dites-le moi dans les commentaires. Mais Street Masters, jeu de figurines, Double Dragon et Fatal Fury, si ça t'a parlé quand tu étais jeune, et Street of Rage, ben c'est ça. C'est Double Dragon Street of Rage, hein, ce jeu. C'est ça, t'es en plein dedans. T'as en plus un gars qui ressemble un peu à Ryu de Street Fighter. T'as Megan qui met des kicks. T'as Brandon qui fait des nunchaku. Et tu as mon petit préféré, Gabriel, qui fait de la capoeira et des projections au sol et tout ça. Ce jeu il est magnifique, ce jeu. Il est extraordinaire. Par contre, Blacklist Games, c'est pas le modèle le modèle économique à suivre. Hein. C'est vraiment c'est pas une réputation extraordinaire. Hein. Je t'avoue que ça fait 3 ans qu'on attend notre extension avec Red Sox et ça commence gentiment à nous titiller l'agacement. Je t'avoue. Mise en place super simple. Si tu connais la mise en place des Sentinelles du Multiverse qui est là-bas, eh ben ça c'est pareil. Tu choisis un héros, tu choisis un boss, tu choisis un endroit où ça va se passer et t'es parti. Tu mélanges les decks, tu fais la petite mise en place et t'es parti. Et gros point fort par rapport aux Sentinelles, c'est que ça se joue très bien avec un seul personnage. Tu peux prendre une seule figurine, tu peux t'aider avec un allié ou plusieurs alliés, et ça se joue caviar. C'est de l'anglais uniquement, c'est son défaut. Et oui, je suis désolé, c'est un jeu en anglais uniquement, mais si c'est pas un problème pour toi, il est bon ce jeu en solo, il est très très bon. C'est un excellent jeu de figurines en solo. Si je devais choisir entre lui et Cthulhu Death Medai, bah, lui passe devant. Pourquoi? Pour la raison que je viens de te donner, c'est qu'il joue tout seul un héros. Et donc, j'ai pas un board qui va prendre. Il va prendre de la place quand même. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore, dans un univers que j'adore. Que puis-je dire d'autre? Les Street Masters. Je vais le mettre comme ça et poser ma tête dessus, parce que comme ça me repose un petit peu. J'espère que tu m'entends toujours un petit peu bien quand même. Je peux faire ça. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, ça marche aussi. Voilà. Hop là. Et hop là. Et hop là. Hop, 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 hop là. C'est bon. Alors, on en est à... Je vois pas le chrono. 47 minutes, c'est bien, on va finir en 50 minutes, c'est cool, une vidéo de moins d'1 heure pour un top, c'est bien, avec toutes les conneries que je peux lâcher. Non, c'était calme, hein, aujourd'hui, c'était calme. C'était calme. Oui, non, il y en a, merde, il y en a deux, j'ai failli les oublier, j'ai oublié. Meilleur démarrage de cette année avec Bullet. Sprawopolis. Et à côté, bah, je le mets l'autre, mais je préfère Sprawopolis, je ne te le cache pas. L'île des Prédateurs sort très facilement au boulot après un shift et que j'ai juste envie de me détendre et que j'ai pas envie que ça prenne 40 minutes. L'île des Prédateurs marche très très bien, c'est un jeu solo qui est toujours dans mon sac. C'est pas le meilleur. J'attends clairement Insurmontable et Rove, qui sont deux jeux qui vont être un petit peu plus, je pense, dans la gamme de Sprawopolis. Mais très agréable à jouer. C'est pas le meilleur, clairement, mais agréable à jouer. Et donc, l'île des Prédateurs, il méritait de figurer dans ce petit top parce que, parce qu'il marche plutôt bien. Et par contre, Sprawopolis, lui, je l'aime beaucoup. Je vais pas prendre Agropolis parce que je vois pas l'intérêt de complexifier Sprawopolis pour moi. Mais Sprawopolis, Shep t'en parlera mieux que moi. Shep est un enragé de ce jeu. Shep a un tableau Excel gros comme ça, avec toutes les possibilités et les scores qu'il a fait sur toutes les possibilités possibles et inimaginables, mais possibles du jeu. Et donc, il t'en parlera mieux que moi. Je suis pas spécialement un bon joueur de Sprawopolis, mais je me débrouille. Mais j'ai toujours du plaisir à y jouer. Par contre, il faut que je sois un petit peu plus réveillé que l'île des Prédateurs. Donc, c'est ça qui est cool d'avoir les deux. C'est quand je suis vraiment fatigué, que j'ai envie d'un truc qui aille très très vite et qui ne prenne pas de place, ou que je suis en déplacement et que je l'ai dans mon sac, je peux faire une partie de l'île des Prédateurs au lieu d'aller sur mon téléphone et faire un de mes autres jeux sur mon smartphone. Si j'ai un peu plus de temps, que je suis un peu plus réveillé, Sprawopolis sera toujours meilleur, clairement. Donc, Sprawopolis et l'île des Prédateurs devaient figurer dans mes top jeux solo parce qu'ils sont vraiment très sympas. Préférence clairement prononcée pour Sprawopolis, qui est meilleur pour moi, clairement. Pour du solo avec de la difficulté, vraiment meilleur. Et l'île des Prédateurs, par contre, je joue sans les deux animaux bonus. Et des fois,
Sur certaines parties, je peux éventuellement à la fin me dire ok j'ai perdu, mais est-ce que j'y arrive avec les 2 animaux? Comme ça tu as perdu mais tu peux quand même essayer de gagner entre guillemets. Mais globalement j'y joue sans les 2 animaux, ça rend le challenge plus intéressant. Et alors aussi, ce que tu peux faire aussi à la mise en place, c'est au lieu de si tu aimes bien jouer avec les animaux, bah, c'est d'en prendre les 2 au hasard, tu les mélanges et tu n'en gardes qu'une des 2. Ça augmente un petit peu la difficulté également. Ça la facilite, mais sans l'augmenter trop, sans la faciliter trop. Et alors le dernier jeu, pour terminer, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est un jeu qui est méconnu en solo et c'est une honte internationale. C'est une honte planétaire, galactique même. Je ne comprends pas que ce jeu solo ne soit pas... Pourquoi on n'en parle pas alors que... Bon, on n'en parle pas parce que le mode solo n'est pas très connu. Et c'est vrai, le mode solo n'est pas très connu, mais nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon pour un si vieux jeu? Qu'est-ce que c'est bon pour un si vieux jeu? Je ne sais pas comment le mec qui a pondu ce mode solo a réussi à faire ça, parce que c'est un génie. On dépasse l'entendement. On dépasse l'entendement pour un si vieux jeu avec une mécanique qui, globalement, ne pourrait globalement ne pas te permettre de jouer en... Parce que je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à le faire. Et accroche ton slip, parce que je suis certain que celui-là, tu t'y attends pas. Mastermind, mon gars. Mastermind, si tu connais pas le jeu solo, je n'ai rien d'autre à dire. Va chercher la variante sur BGG et dis-moi, quand tu l'as trouvé, ce que tu en penses. Parce que si tu as toujours Mastermind dans ta collection, mec, fonce. Fonce, parce que je sais pas comment le mec a fait, mais il a réussi à le faire. Et d'ailleurs, est-ce que... Non, je pense pas que c'est lui. Non. Eh ouais. Non, en fait, je viens de tilter, mais le mec qui a fait l'île des prédateurs, je suis presque sûr que c'est le mec qui a fait... Ils le mettent pas sur la boîte? Si, c'est lui. Scott Almes. Scott Almes et... Scott Almes. C'est le gars qui a fait... L'île des prédateurs, c'est le gars qui a fait Warped. Voilà, comme ça, si tu le savais pas, tu le savais. Mais non, bah bref, je suis en train de dévier parce que je suis en train de te parler du meilleur jeu de la galaxie en solo. Mastermind, mon gars. Mastermind. Quelle année il a ce jeu? Encore, ça, c'est peut-être pas la plus vieille boîte. Mais le mode solo, je t'invite à le découvrir. C'est une tuerie monumentale. C'est un jeu aussi qui est très très confortable. Je me fous de toi, bien sûr. C'était tout pour moi, les amis. C'était tout pour moi. Bien sûr que Mastermind n'est pas un jeu solo. Par contre, si vous arrivez à me designer un mode solo pour Mastermind, vous êtes des dieux. J'aurais dû vous laisser dans le chou, en fait. Je me rends compte que j'ai fait une erreur de débutant. J'aurais dû vous laisser dans le chou. Je vais peut-être mettre la photo comme ça. Je vais prendre la photo comme ça pour le screenshot. Je prends la pause assez longtemps, comme ça, bah, je suis sûr qu'elle pourra peut-être apparaître dans les trucs que je ferai un screenshot. Ça ne sert à rien, mais tous les jeunes font ça maintenant pour téléphone. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était mon top de mes jeux solo, ceux qui sortent selon les moments, selon la fatigue. Certains jeux sont meilleurs pour moi. En tout cas, je les sors plus facilement en coop, tu as compris, à 2 joueurs ou à 3. Mais en tout cas, c'est ceux qui tournent le plus souvent à la maison. Il n'y a pas d'ordre particulier. Pour l'instant, si je devais te dire qu'il y avait un ordre particulier, ceux qui sortent le plus, c'est Cascadia, les Guildes des expéditions marchandes, After Us, Bullet, sont les jeux qui sortent le plus facilement à la maison sur table. Donc voilà, prends-en bonne note et peut-être teste certains jeux ou regarde des vidéos qu'on a peut-être déjà tournées dessus. Bref, voilà, un peu fatigué. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Un exercice qui pour moi n'est pas facile, pas spécialement ultra pertinent non plus. En tout cas, pas en faire, voilà, tu peux en faire un par an et ça suffit. Mais bon, voilà, t'as compris, on en a déjà discuté. Je vais te dire au revoir avec mes cheveux en bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Quels sont, toi, tes jeux solo préférés? Quels sont tes 3 jeux solo préférés? Et quelle est ta petite perle cachée des yeux du monde que personne ne connaît, mais qui est excellent et qui marche très très bien chez toi en solo? Quel est le jeu honteux que personne n'aime en solo, mais que toi tu adores? Parce que ça peut exister, ça peut exister. Allez, dis-moi tout ça en commentaire, les petits pouces vers le haut si ça t'a plu, le petit lien Discord, partage la vidéo parce que ça va nous aider, hein. Ça va nous aider à être vus aux yeux du monde et conquérir le monde Minus. Oh oui, on va tous les niquer. Allez, prends soin de toi, prends soin de tes jeux. À bientôt sur la tanière des jeux. Ciao, ciao, ciao.